Eh bien, bonjour. Bonjour. C'est bien? Est-ce qu'on m'entend? Oui? Est-ce qu'on nous entend? On nous entend. Bien. Donc, il est pile l'heure. On a quelques petits soucis de résolution d'écran et autres. La technique ne nous suit pas, mais il semble que la salle soit maudite ici. Et qu'il y a toujours une démo qui échoue, donc on s'y attend, de toute manière. Présentation sur les verrous, les locks. Donc, Ariane Papillon, moi-même, Frédéric Reboire avec moi. On va commencer à se présenter. Donc, moi, je fais du SQL Server depuis les versions 6 à peu près. Beaucoup de partie moteur de base de données, également un petit peu partie BI et de plus en plus partie BI aussi. Mais aujourd'hui, effectivement, on va se consacrer au moteur de base de données. Donc, vous avez mon adresse mail et puis. Il y a un site aussi que vous verrez sur le dernier slide pour Datafly qui est mon entreprise. Voilà, Frédéric. Eh bien, moi, mon entreprise s'appelle SQL Spot et je travaille beaucoup plus dans la partie relationnelle que la partie BI, que j'évite un peu par choix, parce que j'aime bien le relationnel, et la modélisation. Donc, on est assez complémentaires finalement. C'est pour ça qu'on travaille assez régulièrement sur des projets communs en réseau. Alors oui, ça c'est un ouvrage que nous sommes en train de faire paraître, qui va paraître au début de l'année 2014, à peu près en même temps que va sortir SQL Server 2014. C'est un ouvrage qui couvre toutes les versions de SQL Server depuis la version 2005, dont le but est essentiellement la partie développement, mais avec une très grosse partie administration. Et le thème c'est travailler sur la performance. D'ailleurs le sous-titre n'est pas mise en œuvre développement administration, mais c'est développé et administré pour la performance, puisque dans tous les chapitres, il y a des points sur les problématiques de performance et qu'est-ce qu'il faut bien faire pour faire des applications performantes avec SQL Server. Et d'ailleurs, les verrous, c'est un sujet intéressant sur les performances, c'est assez directement lié. Cet ouvrage donc a 4 auteurs, Nicolas Souquet et Christian Soutou, David Barbarin, qui n'est pas cité sur cette couverture-là, parce qu'on n'avait pas encore la couverture définitive, et moi-même. Environ 1000 pages. Alors, si vous ne savez pas quoi faire avec cet ouvrage, plutôt que de le lire, vous pouvez assommer votre belle-mère, par exemple. C'est absolument idéal. Ce ne sera pas pour une longue soirée d'hiver, c'est pas avant avril? Voilà, avril, on va dire. Mars-avril. Mars-avril. Ok, on va de toute manière commencer par remercier nos sponsors. On sait bien que sans sponsor, ce type d'événement, et je suis bien placé pour le savoir, puisque c'est la troisième session qu'on organise de ce type-là, et je me suis occupé du groupe utilisateur d'une manière très proche et de toutes les organisations des journées SQL Server. Donc on a vraiment besoin effectivement de nos sponsors pour organiser ce type d'événement et le rendre gratuit surtout. Donc le slide sponsor. Merci à eux. Voilà. Et bien c'est parti. Et c'est parti, un petit agenda rapide. Bon, parler de la concurrence d'accès dans les bases de données d'une manière générale. Bien définir ce que c'est qu'un verrou, puis regarder d'assez près comment ça fonctionne, quelles sont les caractéristiques d'un verrou, comment il fonctionne. Parler des transactions, des niveaux d'isolation, ça va de soi et ça va avec le verrou. L'étreinte fatale ou le verrou de la mort, on va aller dans le mélodrame. Et puis diagnostiquer, monitorer, surveiller tout ce qui est verrou à temps de blocage, et puis bien sûr les bonnes pratiques. Alors, c'est vrai qu'on n'a qu'une heure, donc on aurait bien voulu rajouter des tas de choses, parler des latches aussi. Mais on n'a pas pu mettre tout dans la présentation. À mon avis, on n'aura pas le temps. Donc, on va en finir comme tous les autres, pressés à la fin d'une heure. Voilà. Donc, le SGBD, on le sait tous, c'est un système multi-utilisateur. On est plusieurs utilisateurs à utiliser les données et à les mettre à jour, et potentiellement les mêmes données. Donc, forcément, comme on est plusieurs à avoir un accès simultané aux mêmes lignes, et aux mêmes enregistrements, aux mêmes tables, il est donc nécessaire de garantir la stabilité des données de manière à ce que plusieurs accès simultanés n'interfèrent pas entre eux. Donc le verrou, c'est le mécanisme de base qui va assurer la stabilité de ces données. Assez vite sur les slides, à se rapprocher très vite des démonstrations. Alors, comment gérer les accès concurrents? Imaginez que vous soyez sur un site de commerce électronique, fnoc.cam, Airrance, et qu'il n'y a plus qu'un exemplaire en stock sur Amazon,
et que vous êtes deux à vouloir l'acheter. Que se passe-t-il si au même moment vous voulez faire l'acquisition du même article? Il y a deux stratégies effectivement là-dessus. Soit le premier qui est en train d'acheter l'article, on lui verrouille l'article, et le deuxième, on lui dit que ce n'est pas disponible. Autre stratégie, on dit aux deux que ce n'est pas disponible tant qu'aucune transaction n'est finie. Et puis le premier, effectivement, qui aura fait son acquisition, l'aura acquis. Le deuxième, au moment où il validera son paiement, on lui dira trop tard, quelqu'un d'autre l'a acheté avant vous. En gros, c'est ce que représentent effectivement les deux modes d'accès concurrents, pessimiste ou optimiste. Le mode pessimiste, c'est un blocage a priori, c'est-à-dire que je vais verrouiller la ligne de manière à ce que personne ne puisse la lire tant que je suis en train de la mettre à jour, tant que je suis dans ma transaction et que je ne l'ai pas validée. Donc, les écritures bloquent aussi bien les lectures que les autres écritures. Et les lectures aussi bloquent les écritures, à savoir que je ne peux pas effectivement mettre à jour une ligne qui est en train d'être lue. C'est le mode de fonctionnement par défaut et historique dans SQL Server. Ce n'est pas forcément le mode par défaut dans d'autres moteurs de base de données, comme Oracle par exemple. Optimiste, c'est pris en charge aussi par SQL Server, mais c'est un mode où effectivement on va montrer quand même à l'utilisateur les données qui sont en train d'être mises à jour, mais on va leur montrer la version avant cette mise à jour. Avant le début de la transaction, on fait un versionning des lignes en fait, et ça va permettre d'améliorer la disponibilité de ces lignes aux utilisateurs. Autrement dit, l'optimiste, c'est un pessimiste qui s'ignore. En quelque sorte. Alors, qu'est-ce qui se passe si je ne verrouillais pas du tout? Si je ne verrouillais pas du tout, j'aurais forcément pas mal d'anomalies transactionnelles. D'abord, le dernier qui met à jour a gagné. Si personne verrouille, les deux achètent le même produit et vous vous retrouvez en surbooking de places d'avion, en surbooking de chambres d'hôtel, ou à avoir plus vendu que vous avez de stock. Également des anomalies transactionnelles qui seront peut-être plus démontrées tout à l'heure, à savoir des lectures sales. Je suis en train de lire une ligne qui en fait a été modifiée par quelqu'un d'autre, mais qui n'a pas terminé sa transaction. Il n'a pas validé sa transaction, il est encore capable de l'annuler. Donc en fait, on montre une modification qui n'est pas effective. Donc une lecture sale. Une lecture non répétable. Si dans la même transaction, je lis deux fois la même ligne, elle est susceptible d'avoir changé de valeur, d'avoir changé de contenu, et donc j'ai deux lectures différentes de la même donnée. Ligne fantôme, je peux voir des lignes qui n'existent pas encore parce qu'elles proviennent de transactions qui n'ont pas été confirmées ou validées et qui peuvent être encore annulées. Donc le temps de lire toutes les lignes du tab aussi, on peut imaginer un utilisateur qui a changé des valeurs de certaines lignes, donc deux produits identiques mis successivement dans un même panier, à deux prix différents, etc. Donc on est forcément obligé de stabiliser nos données. Donc le verrou, mécanisme utilisé pour contrôler l'accès à une même donnée par de multiples utilisateurs. Avant qu'une transaction n'effectue une modification, et on va voir dans certains cas même une lecture, il faut qu'effectivement elle pose un verrou. Et pour une modification, il faut que ce verrou soit en mode exclusif. Les différentes caractéristiques d'un verrou. Trois grandes caractéristiques. Qu'est-ce qu'on verrouille? Comment on le verrouille, mode de verrouillage, et la durée de ce verrou. On va pouvoir verrouiller plusieurs ressources à plusieurs niveaux. On a une hiérarchie de ressources. En général, on essaye de verrouiller au plus fin, c'est-à-dire au niveau de la ligne ou de la clé d'index. Mais on va pouvoir également verrouiller au niveau de la page qui contient les lignes ou les clés d'index, au niveau de la table qui contient l'ensemble des pages qui contiennent l'ensemble des lignes, voire d'une manière intermédiaire au niveau de la partition si ma table est partitionnée. Et bien entendu, on peut également poser des verrous au niveau le plus haut, à savoir la base de données. Également un autre type de verrou qui permet de verrouiller un range entre deux clés. On va avoir plusieurs modes de verrouillage. Si je modifie, je vais verrouiller de manière exclusive. Par définition, un verrou exclusif, ça veut dire qu'il faut que je sois tout seul à en obtenir un. Personne d'autre pourra poser un autre verrou tant que j'aurai un verrou exclusif. Si je fais une lecture, on doit pouvoir être plusieurs à lire la même donnée. Donc,
on va poser un verrou partagé. Le verrou update, c'est un petit peu particulier. C'est un mode transitoire pour passer d'un verrou partagé à un verrou exclusif parce que je vais mettre à jour la donnée, mais la mise à jour se fera avec un mode de verrou exclusif. Et le verrou d'attention, c'est encore un peu plus particulier. C'est pour protéger les structures dans la hiérarchie supérieure, à savoir, si je verrouille une ligne, il ne faut pas que je permette à une autre transaction de verrouiller la page qui contient la ligne que je suis en train de verrouiller, ni la table qui contient la page qui contient la ligne que je suis en train de verrouiller. Et donc pour ça, je vais effectivement non seulement verrouiller ma ligne, mais également verrouiller les niveaux supérieurs avec des verrous d'intention. Si je mets un verrou exclusif sur la ligne, je vais mettre un verrou d'intention exclusif sur la page. Je vais mettre également un verrou d'intention exclusif sur la table. Le verrou d'intention exclusif partagé avec intention, exclusif, update ou partagé. C'est encore un autre cas particulier, c'est que je suis en train de faire un select de certaines données de ma table et je veux en mettre à jour certaines. Dans ces cas-là, j'ai posé un verrou d'intention partagé au niveau de la table. Il va falloir que je le fasse évoluer vers un verrou d'intention exclusif. Et à ce moment-là, plutôt qu'utiliser un verrou d'intention partagé, je vais utiliser un verrou SIX partagé avec intention. Voilà, donc différents cas de figure, on va les voir plus en détail dans la démonstration. La durée, ce verrou, il va être posé combien de temps et dans quelles conditions? Plusieurs cas de figure. Si je fais une simple lecture, je fais un select étoile d'une table sans closeware, je vais balayer toutes les données dans le mode par défaut. Mon verrou ne sera posé sur chaque ligne que le temps de la lecture. Il ne va pas rester pendant tout le temps du select. Chaque ligne devra être verrouillée avec un verrou partagé pendant qu'on la lit. Et levé immédiatement. Autre cas de figure, la durée, c'est l'instruction SQL proprement dite, qui elle-même est déjà une transaction. Si je fais une modification, si je fais un select dans d'autres niveaux d'isolation, ou si je fais une insertion, je vais avoir un verrou qui va être posé pendant toute la durée de l'instruction SQL, ou voire même d'une transaction qui peut être explicite avec plusieurs tables modifiées. Tout ça, ça repose forcément sur une compatibilité des modes de verrouillage. Si j'ai déjà un verrou existant sur une ressource, quel verrou je vais pouvoir poser? Si sur ma table, j'ai un verrou partagé, je peux également poser un deuxième verrou partagé. Bien entendu, si j'ai un verrou exclusif, je ne vais pas pouvoir poser ni de verrou exclusif, ni même de verrou partagé. Et c'est dans ce sens-là, effectivement, que les lectures bloquent les écritures et les écritures bloquent les lectures. Le verrou d'intention, il est un petit peu particulier. Imaginons que je suis en train de lire une ligne, je la modifie, et je vais donc passer un verrou d'intention exclusif sur une ressource supérieure, comme par exemple la table. Un deuxième utilisateur peut aussi avoir envie de lire cette ligne, mais là, plusieurs verrous d'intention exclusifs sont possibles. Donc, plusieurs combinaisons. Ce qui est en rouge n'est pas possible, ce qui est en vert est possible, bien entendu. Alors, qu'est-ce qui se passe quand j'ai un verrou incompatible? Je suis obligé d'attendre. Lorsqu'une ressource est verrouillée et que je dois poser un verrou en conflit, j'attends et par défaut, cette attente est infinie. Normalement, elle est finie dans la mesure où la transaction se termine assez rapidement, on l'espère. Alors, infini, plutôt éternel. Oui. Et comme disait Woody Allen, l'éternité, c'est long, surtout vers la fin. Alors, il est possible de contourner ça avec une option de session, le setLock timeout, configuré pour la session, qui permet l'abandon de la transaction si on attend au-delà du timeout. Ça ne nous règle pas le problème si la ressource reste verrouillée, on est bien d'accord, ça nous renvoie une erreur et la transaction est abandonnée. Donc ce n'est pas une solution pour gérer le problème de verrouillage. Autre chose, on a vu qu'on plaçait des verrous d'intention
quand je verrouillais une ligne, je plaçais aussi un verrou d'intention sur la page et sur la table pour empêcher le verrouillage. Mais je vais également être, dans certains cas, est-ce que le serveur va être amené à escalader son verrouillage du niveau ligne vers le niveau table ou du niveau page vers le niveau table. Pourquoi? Parce que le verrou est une ressource qui coûte cher. Imaginez une table avec des millions d'enregistrements, chaque verrou étant une ressource qui coûte de la mémoire. S'il devait verrouiller tous les enregistrements de la table, ça lui coûterait cher. Donc il va essayer, dans la mesure du possible, d'escalader son verrou vers une granularité de verrouillage plus large, à savoir qui verrouillera la page. Alors il ne passera jamais de la ligne à la page, il passera de la ligne à la table ou de la page à la table. En fait. Il y a un intermédiaire qui est la partition, on en reparlera également. Pendant le traitement, donc, nombreux verrous sont acquis, et cette escalade va se faire dès qu'il atteint un certain seuil, environ 5000. On constatera d'ailleurs que c'est un peu plus de 5000, c'est entre 6 et 7000. Pour une instruction individuelle, c'est-à-dire que si cette instruction va vouloir poser plus de 5-6 000 verrous, il va tenter une escalade. Cette escalade, il va pouvoir la faire uniquement s'il n'y a pas un verrou incompatible ou un verrou qui l'empêche de faire cette escalade. Un verrou d'intention posé par une autre transaction l'empêchera d'escalader. Donc il continuera à poser des verrous au niveau le plus fin. Et il réessayera environ tous les 1250 de faire cette escalade et de verrouiller à ce moment-là le niveau supérieur. On va regarder d'ailleurs comment ça se passe. Le mieux étant de passer à la démo. Elle est où ta souris? Bon, j'ai une petite base qui s'appelle DBlock. On va regarder ce qu'on a comme table dedans et je vais vous les décrire. Voilà, j'ai quelques petites tables, table 1, table 2, table 3. Alors, c'est les trois mêmes tables, il y a un ID, un nom, un prénom, tout bêtement, c'est des tables toutes simples. Et une table qui s'appelle theheap. Pourquoi? Parce que ces trois premières tables ont une clé primaire et donc un index cluster. La dernière table n'a aucun index, donc pour voir un petit peu comment ça se comporte différemment. Alors je vais utiliser quelques fonctions dans cette démo qui ne sont pas documentées et qui sont donc rigoureusement interdites d'utilisation en production, en particulier le trace flag 1200 qui me permet d'afficher dans le détail tous les verrous, tout ce qui se passe au niveau verrouillage. Donc j'ai deux trace flags qui me permettent d'afficher à l'écran le résultat dans les messages, et le trace flag 1200 donc, qui me permet d'afficher le détail des verrous qui sont posés. Ils sont en plus posés tout ça au niveau global, donc tout mon serveur maintenant va afficher, jusqu'à ce que j'annule ces trace flags, va afficher les verrous. On va faire un simple select déjà pour commencer. Je vais le lancer 2 fois pour éviter des messages parasites. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? On voit très bien, effectivement, nos verrous d'intention. Un select tout simple, sur une seule ligne, ma table étant indexée, il va directement accéder à la ligne, mais il va quand même poser un verrou d'intention partagé sur la table, un verrou d'intention partagé sur la page qui contient cette ligne, et puis un verrou partagé aussi, il ne nous le dit pas, sur la ligne. Où est-il? Yeslog, page. Il l'a pas mis. Il ne l'a pas mis, on refait. Regarde un peu plus bas peut-être. Oui, mais il est un peu capricieux le trace flag Oui. 200 des fois. Des fois il nous dit pas tout. Il ne nous dit pas tout. Bon. Eh bien ça marchait la dernière fois. Object, page et ligne. Bon. On va faire un petit insert pour voir si ça va mieux. Je vous avais dit qu'elle était maudite cette salle. Avec le rollback parce que je ne veux pas vraiment insérer. Alors l'insert, on a un verrou sur la base simplement parce que je l'utilise, un verrou S. On a un verrou d'intention exclusif sur la table, puisque là, je veux faire une insertion. Un verrou d'intention exclusif sur la page. Et ici, on a deux verrous bien particuliers. Un verrou de range pour l'insert, pour protéger la clé que je souhaite insérer. Et un verrou exclusif sur la ligne que je vais insérer.
Une petite chose, le trace flag montre certains verrous sur les métadonnées, c'est-à-dire Oui. composition de la table. Et deuxième chose, il ne montre que les verrous avant l'ordre de mise à jour, mais pas ce qui se passe après. C'est-à-dire qu'il ne montre pas les libérations de verrous lorsque la manipulation est Ou pas terminée. tout, en tout Donc cas. faites attention quand vous utilisez ce trace flag. Alors, de toute manière, c'est à pas utiliser, c'est Oui. utilisé uniquement dans un environnement de démonstration. Voilà. C'est très clair. Parce que sinon, votre serveur va passer sa vie à afficher des verrous. Un update. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors là, j'ai des métadonnées, donc je le relance une deuxième fois, parce que sinon, vous voyez que j'ai aussi d'autres types de verrous sur les statistiques, etc. Donc, en le lançant la deuxième fois, j'ai plus ces métadonnées, et j'ai quelque chose d'un petit peu plus pur. D'ailleurs, je ne vois pas tout, c'est pareil que tout à l'heure. Je ne sais pas pourquoi, aujourd'hui, on voit pas le Xlog sur la page, cette fois-ci. Sur la table, je veux dire. Donc on a un Xlog sur la table, sur la page et sur la clé. On regardera un petit peu tout à l'heure comment aller localiser effectivement ces indicateurs. La page de la base de données 40, fichier 1, page numéro 126, ou la clé avec une information ici qui va me permettre de la localiser. Ok, alors bien entendu, si là, je n'ai pas fermé ma transaction, donc je peux aussi regarder les verrous qui restent posés pendant la durée de cette transaction en interrogeant une vue système qui est la vue système 6DM Tranlox. D'accord? Donc je vois bien là le verrou partagé. On va voir ça un petit peu plus loin. Sur la base de données. Intention exclusif sur ma table. Intention exclusif sur ma table, sur ma page. Et exclusif sur la clé que je suis en train de mettre à jour. En fait, le verrou sur la base de données est posé dès la connexion, pour empêcher que quelqu'un fasse des manipulations sur la base de données alors que quelqu'un est connecté. C'est ce qui vous oblige, lorsque vous voulez modifier des propriétés importantes dans la base de données, à couper toutes les connexions avec un rollback immédiate, etc. Hein? Alors, bien entendu, si je lance une deuxième requête qui veut verrouiller exactement le même enregistrement, on se doute de ce qui va se passer. À savoir, bon, je ne sais pas si vous êtes là encore demain, mais ça sera pareil. Tu n'auras plus de batterie. Mais je suis sur secteur. Ok, donc là, le seul moyen, effectivement, va consister à libérer avec un commit ou avec un rollback, ou à déconnecter purement et simplement ce process. Et à ce moment-là, effectivement, forcément, ici, ça se passe mieux. Ok, on continue. Le verrou shared intention exclusif. Là, je vais changer de niveau d'isolation, à savoir maintenir mes verrous pendant la durée totale de la transaction. Et je vais faire un select en verrouillant ma table. Ok, je vais regarder les verrous qui sont posés. Comme j'ai verrouillé ma table, j'ai un verrou partagé sur la table, et toujours mon verrou partagé sur la base de données. Et maintenant, je vais faire un update sur cette même table dans la même transaction, alors que ma table est déjà verrouillée. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? J'acquiers normalement. Alors, il ne me le met pas effectivement avec le trace flag, par contre, on va le voir. En regardant les verrous posés, ce n'est pas un IX qui est posé, c'est un SIX. Et là, ici, voilà, le verrou qui est posé donc sur l'objet, c'est un verrou partagé, intention exclusive. J'étais en train de verrouiller ma table avec un verrou partagé. J'ai voulu en plus mettre à jour dans la même transaction une ligne. Le verrou partagé a été transformé en verrou partagé d'intention exclusive.
petit rollback et un petit retour au niveau d'isolation par défaut, mais les niveaux d'isolation, on va en parler après. Qu'est-ce qui se passe si je n'ai pas d'index? Jusque-là, effectivement, je me positionnais toujours, vous avez vu que les verrous qui étaient posés, hein, c'était le verrou directement sur la ligne que je voulais modifier, dans le cas d'une modification, ou sur la ligne que je lisais dans le cas d'un select. Si je fais la même chose sur une table qui, elle, n'a pas du tout d'index, qu'est-ce qui va se passer? On va regarder. Alors là, il y a beaucoup plus de choses. On va le relancer une deuxième fois d'ailleurs, parce que j'ai beaucoup de choses sur les stats. Ça va être plus parlant. Voilà. Des verrous sur chacune des lignes, jusqu'à ce que j'arrive forcément à la ligne que je veux lire. Ces verrous, ils sont juste passagers, c'est-à-dire que pour lire une ligne, il faut forcément que je pose un verrou dessus, parce qu'il y a peut-être un verrou incompatible déjà posé. Donc, pour faire un parcours de table, je suis obligé de poser un verrou sur chacune des lignes, juste le temps de la lecture. Ce qui veut dire que potentiellement, une autre transaction peut empêcher la lecture séquentielle de toutes mes lignes. Donc, ça veut dire quelque chose, c'est que ma table indexée est beaucoup moins sujette à des blocages entre transactions qu'une table non indexée. Donc si je regarde finalement le verrou qui reste posé, il n'y en a qu'un seul, c'est un verrou non pas sur la clé mais sur la ligne. C'est simplement la ligne concernée, avec bien sûr des verrous d'intention exclusifs sur la page et sur la table. Ok, on va regarder quelques petites... ouais, j'avance. On va regarder ce qui se passe pour une escalade de verrous. Je vais aller assez vite. Une escalade de verrous, je vais simplement constater ici que j'ai beaucoup de verrous qui sont posés. Si je mets à jour une table, je mets 3000 enregistrements à jour. Qu'est-ce qui se passe ici? Ah, il ne le trouve pas. Ah, j'ai pas escaladé encore. Tu l'as pas escaladé. J'ai pas escaladé, pourquoi? Parce que 3000, je suis en dessous du seuil. Donc je vais en lancer une deuxième. J'en rajoute 7000. Je vous rappelle que c'est par instruction individuelle, donc il faut que j'en fasse plus de 6000. J'en rajoute 7000 et effectivement là je vais chercher. Et ici effectivement je trouve l'événement escalade de verrou au niveau, là en l'occurrence au niveau de la page, au niveau supérieur. Si je regarde les verrous qui sont posés, on est au verrou supérieur. Object. J'avance un petit peu, juste quelques petites choses, comment identifier ce qui a été verrouillé. Vous avez vu qu'on avait des indicateurs pour la page, pour la clé, pour la base, pour l'objet, etc. Bon, différentes petites fonctions. Les premières très simples, utiliser la fonction dbname pour obtenir le nom de la base de données. Jusque-là, très basique. La base s'appelle dblock. Object name, chaque objet ayant un identifiant. OK. L'objet concerné, là, je suis obligé d'aller regarder dans la page. Donc, vous téléchargerez la petite requête. Je vais juste vous montrer le résultat parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Mais l'idée étant d'aller regarder quelle est la page et de pouvoir renvoyer le numéro de l'objet que je vais pouvoir retraduire, le numéro de l'index que je vais pouvoir retraduire, éventuellement le numéro de partition, le numéro d'unité d'allocation. Voire d'ailleurs, avec certaines petites fonctions qui ne sont pas documentées, de pouvoir aller regarder qu'est-ce que j'ai dans la page que j'ai verrouillée. Tout à l'heure, c'était mon select. Je verrouillais une page pour aller lire le numéro, l'enregistrement qui avait l'ID 100. Donc effectivement, il est dans cette page-là. Si on regarde bien, il est quelque part par ici. C'était celui-ci.
Les numéros de page sont numérotés avec numéro de fichier, numéro de page et ensuite numéro d'offset de ligne. Chaque ligne, effectivement, a un offset dans la page. Voilà, donc on peut savoir, quand vous aviez une clé comme ça indiquée dans le détail, vous aviez ici une ressource qu'on peut obtenir avec une fonction aussi qui n'est pas documentée. Je peux déjà savoir de quelle table, de quel index il s'agit. Sauf que là, j'ai oublié le where. Voilà, ça marche mieux avec le where. Donc la table, l'index, ok. Et puis également d'aller rechercher quelle était la ligne que j'étais en train de verrouiller dans cette table. En fait, on a une pseudo-colonne qui s'appelle %%, locres, %%. Pareil pour aller chercher un numéro, une ligne dans une page, dans un fichier, dans une base. J'ai différentes fonctions qui me permettent de l'obtenir. Et tout à l'heure, la page que j'étais en train de modifier, j'avais effectivement ces coordonnées. Là, c'est un tout petit peu plus long parce que je balaye la table, donc ce n'est pas utilisé partout. Mais effectivement, je vais pouvoir localiser quelle était la ligne que j'étais en train de verrouiller avec mon verrou de RID tout à l'heure. Et donc localiser précisément en faisant un select étoile sur les... Une toute petite chose, lorsque vous voulez lire ce genre de choses directement dans les tables, mettez un no-lock à côté du nom de la table si vous êtes dans la transaction en cours, sinon évidemment ça bloquera. C'est la requête de recherche bloquera puisqu'il y aura un verrou posé dessus. Alors, on n'oublie pas à la fin de désactiver les trace flags. Et on passe à la suite. C'est parti. Alors on va parler un petit peu justement du contrôle d'accès par la transaction, par le niveau d'isolation des transactions. Qu'est-ce que c'est qu'une transaction ? Tout le monde le sait, une opération unitaire, on parle d'opération atomique, c'est-à-dire que je veux faire un ensemble de traitements qui se traduit par un tout ou rien. Et il y a deux façons de voir les transactions, soit les transactions implicites, soit les transactions explicites. Je vous rappelle que pour SQL Server, pratiquement tout est transaction implicite, que ce soit du DDL, du DML, voire du DCL. Vous pouvez faire un create user et ensuite faire un rollback éventuellement si vous avez fait une transaction explicite. Vous pouvez modifier le comportement par défaut des transactions en faisant un set implicite transaction. Transaction explicite, donc je démarre ma transaction avec un begin transaction, je la finalise par un commit ou un rollback, puis ça, tout le monde le sait. On va parler un petit peu des anomalies transactionnelles, c'est-à-dire qu'est-ce qui peut faire en sorte que l'intégrité de mes données ne soit pas respectée au cours d'un traitement. Et on a, en dehors des pertes de mise à jour, qui sont les grands classiques, on a trois types d'anomalies qui sont les lectures impropres, lecture sale, dirty, on parle aussi chaos, lecture dans le chaos. Les lectures non répétables, les lectures fantômes. Comment on contrôle le niveau d'isolation et comment on éradique les anomalies transactionnelles avec justement un set transaction isolation level, read uncommitted, c'est-à-dire là, chaos, pas de contrôle, lecture sale, etc. Alors il y a quand même un verrou dans le read uncommitted en fait. Même quand on lit, il y a au moins un verrou de schéma qui va protéger une simple chose, c'est qu'on ne soit pas en train de modifier la table pendant qu'on la lit. Qu'on la supprime, qu'on rajoute une colonne, il n'y a pas d'autre verrou. En lecture en tout cas. Par contre, effectivement, si je fais une modification, là je ne suis plus en read uncommitted. Donc au niveau du verrouillage pessimiste, le read uncommitted, repeatably read est sérialisable, et au niveau optimiste, les snapshots. Pourquoi différents niveaux d'isolation ? Eh bien tout simplement parce que si on verrouillait au niveau serializable, ça voudrait dire qu'on verrouille chaque table de manière exclusive pour toute opération. Ce qui évidemment serait totalement catastrophique, on en reviendrait au fichier COBOL, ce qui ne serait pas terrible. Comment on le fait ? Donc cette transaction isolation level, mais on peut le faire aussi avec des ints de table. Il est peu recommandé de mettre des ints de table dans les requêtes, puisqu'on va faire un mélange de fonctionnel et d'administratif quelque part, mais parfois ça reste la seule solution. Je vous invite plutôt à pratiquer le set transaction isolation level, parce que comme ça, vous n'avez pas à modifier vos requêtes, et des fois, c'est la seule façon de faire. Alors, on va passer une petite démo. Youp. Alors, je vais créer une base de données, je vais la recréer plusieurs fois, cette base de données. Elle est extrêmement simple, elle comprend en fait une seule table. Dans cette table, j'ai 3 lignes, dont les valeurs sont 1, 2 et 3.
Toute petite question bête, combien fait la somme de 1, 2 et 3 ? Apparemment, ça fait 6. Je suis d'accord avec vous. Le problème, c'est que SQL Server ne va peut-être pas tout à fait le savoir. Donc, on va regarder exactement ce qui se passe. Voici mes deux transactions que je vais démarrer en même temps. Enfin, avec un décalage de 5 secondes. Et vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Voici la première. J'attends mes 5 petites secondes. Et voici la seconde que je démarre. Que fait la première ? Elle travaille au niveau read uncommitted. Elle fait la somme, 6. Elle la met dans une variable. Elle attend 20 secondes. Elle refait la somme. Et elle fait la soustraction. Donc somme moins somme. 6 moins 6, ça doit donner moins 3, c'est évident. Que s'est-il passé entre-temps ? Eh bien, tout simplement, la seconde transaction a démarré, a fait un update, et elle a fait un rollback. Le problème, c'est que ces valeurs-là ont été prises en compte ici. Et donc, je me suis trouvé avec une problématique qui était que j'ai lu des données qui n'étaient absolument pas correctes, puisque je suis en read uncommitted. Qu'à cela ne tienne, pour éradiquer cette anomalie dite de lecture sale, je peux passer au niveau read committed, qui est d'ailleurs le niveau d'isolation par défaut des transactions dans SQL Server. Alors, on va recréer cette base de données, on va repartir sur notre niveau d'isolation. C'est parti, nous avons donc mis maintenant un niveau d'isolation read committed. Que va-t-il se passer ? Évidemment, on va avoir gain de cause. Nous ne pouvons plus faire de lecture sale, puisque c'est le but. La question qui est intéressante, c'est comment ça se passe d'un point de vue global. Donc ici, tout à l'heure, nous avions mis 20 secondes. Eh bien, regardez ce qui se passe. 25 secondes. Alors pourquoi 25 secondes ? Parce que tout simplement, cette transaction a dû attendre la fin de cette transaction. Elle ne savait pas si ça allait être committé ou rollbacké. Et donc, nous avons allongé par un blocage, par une attente, la problématique. On va maintenant monter en niveau d'isolation. Pardon, on va maintenant monter en niveau d'isolation pour voir ce qui se passe si je me mets en lecture. Si je me mets en repeatable read committed, non, je suis en read committed, tout va bien. Je ne fais pas de bêtises. Je voudrais juste modifier ma base de données et revenir à l'origine. Ok. Maintenant, regardez ce que je vais faire. Ici, j'avais un rollback. Je vais faire un commit. Validons cette transaction. Continuons. Nous sommes toujours en read committed. Nous allons démarrer la seconde transaction au bout de nos 5 secondes pour être dans les mêmes conditions que tout à l'heure. Donc ici, nous faisons la somme. Nous refaisons la somme. Mais ici, nous avons un commit. Qu'est-ce qui se passe ? J'ai modifié mon jeu de données. Je lis 2 fois les valeurs. Et je me retrouve ici, non pas avec le 0 attendu, mais le moins 3, puisque les données ne sont pas les mêmes lorsque j'ai fait le premier select et que j'ai fait le second select. Vous allez me dire, c'est peut-être normal, mais si vous êtes en train de clôturer une comptabilité, ça sent le pâté. Donc, nous allons augmenter notre niveau d'isolation en passant en repeatable read et voir ce qui se passe. Donc, je vais reconstruire ma base de données très rapidement. Hop. Comme ça, je suis sûr de repartir du bon pied. Je lance donc cette transaction, j'attends mes 5 secondes, et normalement, le repeatable read me dit quoi ? Il me dit, si tu as commencé à lire des données, je te garantis que tu liras toujours les mêmes valeurs de données. La question est, que se passe-t-il d'un point de vue verrou et quels sont les blocages effectués ? Alors, ici, nous devrions avoir notre bonne valeur, effectivement, et nous l'avons obtenue en 20 secondes, ce qui est tout à fait intéressant. C'est tout à fait intéressant, sauf pour l'autre transaction. L'autre transaction commence à mettre un petit peu plus de temps, puisqu'elle va prendre dans la figure l'attente jusqu'à la résolution de la première, jusqu'à la fin de la première. Et donc, je vais me retrouver avec 34-35 secondes de temps. Qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai verrouillé les lignes en lecture jusqu'à la fin de la transaction. Tout à l'heure, nous étions dans un verrouillage qui ne
prenez en compte que le temps de lire les lignes. Maintenant, les verrous sont maintenus jusqu'à la fin de la transaction et ça change quand même pas mal de choses. Ok, donc nous avons résolu notre problème. Y a-t-il un dernier problème? Donc là, c'était les lectures non répétables. Y a-t-il un dernier problème? C'est ce qu'on appelle l'apparition de lignes fantômes. Alors, nous allons faire un petit insert. Insert TISO. Values 3 et voir ce qui se passe. Je vais reconstruire ma base de données pour repartir comme à l'origine. Allons-y, je lance ma transaction, c'est parti. J'attends mes 2 secondes. Le mode Repeatable Read me dit si tu as des lignes à lire, je te les bloque d'entrée. La question qui est intéressante, c'est puis-je verrouiller une ligne qui n'existe pas encore? A priori, ça paraît difficile. Donc que va-t-il se passer? Je lis 3 lignes. Ici, je vais bien relire les 3 mêmes lignes, mais il y a une 4e ligne qui va apparaître. D'où mon résultat -3, apparition d'une ligne fantôme supplémentaire qui va à nouveau pourrir mon traitement. Que puis-je faire? Eh bien, passer au dernier niveau d'isolation, qui est le niveau serializable. OK. Je reconstruis ma base de données pour être sûr d'être dans les mêmes conditions. Oui, c'est ça. OK. Allons-y. J'attends mes 5 secondes réglementaires. C'est parti. Et là, effectivement, je vais m'absoudre de l'apparition de lignes fantômes. Mais quelle est la solution pour ne pas que quiconque puisse insérer des lignes? C'est effectivement de verrouiller de manière exclusive la table. C'est-à-dire d'interdire toute mise à jour, insert, update ou delete. Donc vous vous rendez compte que plus je monte dans le niveau d'isolation, plus je verrouille fort, plus il va y avoir des temps d'attente, moins il va y avoir de concurrence, etc., etc., etc. Donc effectivement, la solution, je dirais, de verrouillage pessimiste adoptée par SQL Server et courante dans les SGBD fait que j'emmerde de plus en plus de candidats à utiliser la base de données. Je les laisse au dehors, je les mets en attente. Une solution pour contourner ce problème, c'est de passer en verrouillage optimiste. Alors on va le faire, on va relancer cette base de données, mais je vais faire une petite modification en autorisant le niveau d'isolation snapshot, parce que ce niveau d'isolation snapshot, eh bien, il n'est pas par défaut, pour une très bonne raison, c'est que ça ne fait pas partie de la norme SQL, et quand ça ne fait pas partie de la norme SQL, la position de Microsoft, c'est de dire, bon, bah, faites attention. Donc c'est le DBA qui doit s'amuser à piloter ce genre de choses. Le niveau d'isolation snapshot, que fait-il? Eh bien, justement, il gère du versionning de ligne. Alors allons-y, on va réexécuter nos 2 transactions. J'attends mes 5 secondes. Que se passe-t-il? Que veut dire snapshot? Snapshot, cliché, photographie, photocopie, ce que vous voulez. C'est-à-dire que je prends des valeurs de ligne et je vais travailler sur ces copies et non pas directement sur la production. Dans notre cas, ça va très très bien se passer puisque nous allons avoir un temps optimum et pas de blocage. Donc voilà, 0, et vous constaterez que les 2 transactions vont mettre exactement 20 secondes. Il y a un petit inconvénient quand même du snapshot, c'est que qu'est-ce qui se passe en sortie? Si cette transaction faisait de la mise à jour en sortie, eh bien, nous ne sommes pas sûrs de gagner, puisque, entre-temps, les lignes dans la vraie vie peuvent avoir évolué. C'est tout le problème du paradoxe temporel. Qu'est-ce qui se passe dans 2 mondes différents? Il y a un monde qui travaille d'un côté, il y a le vrai monde, et si jamais dans le vrai monde et dans le monde parallèle, c'est pas la même chose, ben voilà, je suis mort. Et c'est ce qui explique pourquoi le traitement s'effectue a posteriori. Je te rends la main. C'est encore à moi? Encore à toi. Quelle horreur. Ouais. Je te la laisse. Il y a un beau slide après. Vous connaissez Lucifera? L'étreinte fatale ou le verrou mortel. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, le verrou mortel, c'est une problématique qu'on ne peut pas éviter dans les bases de données. Si jamais vous trouvez un jour un moyen d'éviter le verrou mortel, je vous conseille de publier un papier. Vous aurez soit la médaille Fields, soit le prix Alan Turing, parce que depuis le temps qu'on cherche mathématiquement la solution de ce problème. Mais, quelles sont les conditions de survenance du verrou mortel? D'abord, ça doit au moins porter sur 2 transactions simultanées. Ça doit survenir si au moins une transaction concerne 2 ressources. C'est-à-dire que je peux avoir d'un côté une transaction qui manipule 2 ressources et de l'autre une transaction qui manipule une ressource. Donc si j'ai des transactions avec une seule ressource, il n'y aura pas de souci. Et enfin,
l'une des transactions doit écrire. Si les transactions ne font que lire, vous ne devriez pas avoir d'étreinte fatale. On appelle ça aussi l'interblocage. Le comportement, eh bien, chacune des transactions va attendre la libération des ressources détenues par l'autre, mais c'est détecté par le moniteur de verrouillage. Le moniteur de verrouillage a un process qui passe en permanence pour regarder dans les graphes de verrouillage s'il y a une incompatibilité. Et dans ce cas-là, il va annuler automatiquement la moins coûteuse. Ça peut d'ailleurs poser parfois des problèmes, parce que quand vous avez des utilisateurs qui sont en train de travailler à remplir des grilles de saisie, et de l'autre côté un gros batch qui va faire une grosse mise à jour, ça va plutôt être l'utilisateur qui va être rollbacké plutôt que le batch. Dans ce cas-là, vous pouvez modifier ce comportement avec un set deadlock priority en disant moi, je veux absolument mourir si jamais je suis victime d'un verrou mortel. C'est du suicide programmé. Allons-y, on va regarder un tout petit coup de verrou mortel, vous allez voir, ça fait pas mal. Où est-ce que j'ai mis ça? On a mis ça dans les verrous mortels à tous les coups. Vous pourrez reprendre nos démonstrations, il n'y a aucun souci. Donc voilà, je crée une petite base de données avec juste quelques petites choses. Qu'est-ce que j'ai mis dans cette base de données? J'ai dû mettre 2 tables, vous voyez, je ne me suis pas foulé, qui ont exactement la même structure, C1, C2, C3, in varchar. OK? Et puis j'ai rempli ça avec quelques données. Hein. Et nous allons faire 2 transactions. Je vais les mettre à nouveau en parallèle pour que vous voyez ce qui se passe. OK. Bah, écoutez, c'est simple. Hein. Voici ce qui va se passer. Begin transaction, je fais un update de la table 2 et là de la table 1. Et là, je fais exactement la même chose, mais dans l'ordre inverse. Et il est évident que ça va mal se passer, puisque l'un veut prendre la table 1, l'autre veut prendre la table 2, tous les deux acquièrent leur verrou, mais chacun s'accroche désespérément à sa table et ne veut pas relâcher ce qui se passe de l'autre côté. Alors évidemment, il y en a un qui est annulé, et vous avez le célèbre « vous avez été victime d'un deadlock, vous avez été choisi comme victime ». J'aime bien le terme « choisi comme victime ». C'est sympa. Pour un utilisateur, ça fait peur. Et bon, et là, c'est tout à fait normal. Surtout quand il reçoit ça directement dans son application. Alors la question qui est intéressante, c'est comment j'éradique un verrou mortel. Il n'y a pas de technique absolue. Il y en a plusieurs. J'aimerais juste vous en montrer une, parce que je n'ai pas terminé. C'est un scandale. Il faut que je montre juste comment on éradique ce verrou. Regardez, on va juste créer des index sur nos 2 tables. Et première transaction, la voilà. Non, c'est pas celle-là. Il faut que je ferme les transactions, sinon ça n'ira pas. OK. Première transaction, la voilà. Regardez, donc je reprends exactement mes 2 verrous mortels. J'ai mis maintenant un index clustered. Allons-y, regardons ce qui va se passer. Je démarre celle-là. Je démarre celle-là. Et vous allez voir que simplement par la pose d'un index, j'ai résolu un deadlock. Pourquoi? Parce que, évidemment, plutôt que de verrouiller avec une granularité plus importante, une plage de clés, etc., je ne verrouille plus qu'une seule ligne, parce que j'ai mis des closeware dans mes différents ordres SQL. Donc l'indexation, contrairement à ce qu'on pourrait penser, l'indexation est quelque chose d'extrêmement bénéfique, en règle générale, pour la problématique de verrouillage. Et je repasse la main à mon collègue Arian Papillon, qui va faire la suite, qui va vous montrer un petit peu comment on regarde tout ça. Et on n'a plus beaucoup de temps, hein, c'est une catastrophe. Donc on va aller assez vite. Déjà, première chose, ça va être de détecter si vous avez une problématique d'attente de verrouillage sur votre système. Donc, pour ça, on a différentes méthodes d'analyser les statistiques d'attente globale de votre serveur, à savoir une DMV, SysDM OS Wasted, qui vous donne les statistiques d'attente, et donc celles qui nous intéressent sont celles sur les verrous. On va pouvoir aussi analyser les attentes de verrous avec une trace d'événements étendus qui tournent en permanence sur notre serveur et qui capturent en permanence tout ce qui est verrou dépassant plus de 30 secondes. Alors comme c'est un ring buffer, autrement dit un buffer circulaire, on verra que les derniers événements, on ne verra pas forcément une vie sur plusieurs. Mais on peut également programmer une session d'événements étendus pour capturer ce type d'événements sur de plus longue durée vers un fichier.
L'activité globale de verrouillage, l'analyseur de performance, hein, les compteurs lock request par seconde, lock wait par seconde, etc. L'activité en cours aussi avec les procédures stockées, SPLock, SPU, le moniteur d'activité, la vue système qu'on a utilisée tout à l'heure. Et puis, si on veut aller un peu plus dans le détail, hein, les captures détaillées sur des verrous posés, les escalades de verrous, là, on va s'aider du profiler et également des événements étendus. Donc, pas mal, effectivement, de solutions. On va essayer d'en regarder rapidement quelques-unes. Si on veut vraiment détecter toutes les chaînes de blocage, on a vu qu'on avait une transaction bloquée par une autre, on peut aller beaucoup plus loin, avoir une transaction bloquée par la première, la troisième bloquée par la seconde, la quatrième bloquée par la seconde aussi, une cinquième bloquée par la troisième, et se retrouver avec une arborescence effectivement de processus qui s'attendent les uns les autres, sans que ça soit pour autant un deadlock d'ailleurs. Là, on va pouvoir effectivement capturer ce type d'information, transaction, blocage par blocage, avec un outil qui est le Block Process Report. On va configurer au niveau de notre instance un seuil de déclenchement du Block Process Report. On va dire que c'est 15 secondes ou 10 secondes. Tout verrou bloqué pendant plus de 10 secondes va déclencher un Block Process Report qui va effectivement nous ramener toute l'information sur les transactions impactées. Ces informations, on va les recueillir de différentes manières, soit avec le profiler, soit avec une notification d'événement si on veut ramener ça effectivement dans une table avec une montée en charge, soit avec des événements étendus. Détecter les deadlocks. Alors on peut le faire également de la même manière avec la vue System Health, la session d'événements étendus. On a également des trace flags 1204, 1222 qui nous permettent de renvoyer des événements sur les deadlocks dans le journal d'erreur SQL Server. Et puis, la chose à capturer, que ça provienne du System Health ou de mettre en place une session de capture avec le profiler ou la notification d'événements, c'est l'événement Deadlock Graph qui vient de donner pas mal d'informations. On va essayer d'en regarder quelques-uns. Il ne nous reste plus grand-chose comme temps, mais il faut quand même regarder ça. On terminera par vous montrer des conseils très importants sur comment minimiser le verrouillage, etc. Ok, monitoring des verrous. Première chose, les statistiques d'attente. Donc j'interroge simplement ma vue 6 DMOS Waystat. Et en fait, ce qui va m'intéresser c'est de regarder, c'est en pourcentage quelles sont les attentes significatives sur mon système depuis qu'il a démarré. Alors c'est vrai, comme on fait une session sur les locks, celui qui vient en tête de liste, c'est forcément une attente sur les locks. D'ailleurs, on en retrouve une autre ici et une autre ici. Donc très clairement, on s'est amusé avec les locks et on a effectivement dans les statistiques globales, depuis que j'ai démarré mon serveur, c'est-à-dire tout à l'heure, on a effectivement des locks qui apparaissent en premier lieu. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, on va vouloir en savoir un petit peu plus. Est-ce que j'ai des verrous qui ont attendu plus de 30 secondes? Donc pour ça, je peux aller questionner. Alors je pourrais le faire d'ailleurs dans l'interface graphique, puisqu'en 2012, maintenant, on a une interface graphique sur les événements étendus. Je peux aussi vouloir l'avoir sur une forme tabulaire et aller, l'événement étendu me renvoyant du XML, je suis obligé d'aller un petit peu le traduire pour l'afficher d'une manière claire. Donc là, je vais juste capturer les types d'événements qui correspondent au lock. On a ça effectivement dans la closeware ici. Vous avez le LCK pourcentage. Et normalement, si on a fait attendre des verrous plus de 30 secondes, ce n'est pas le cas d'ailleurs, tiens, pas de chance. J'ai mis 20 secondes dans mes scripts. 20 secondes, pas 30. Voilà, donc effectivement, le System Health, lui, il capture des verrous sur 30 secondes. On verra si on en a un tout à l'heure. Le deadlock graph, là, on est sûr qu'on a fait un deadlock. Donc celui-ci, effectivement, on va le trouver. On a effectivement un deadlock. Et donc ici, on a un résultat en XML. Ce résultat en XML, il nous donne toutes les indications sur les transactions qui se sont passées avec le code de la transaction, plus pas mal d'informations sur quel était le numéro de processus, la ressource attendue, etc. etc. Moi, j'aime pas le XML. T'as pas quelque chose de mieux? Oui, on va enregistrer on va lui changer l'extension. On va l'appeler XDL pour changer.
Je le ferme, je le rouvre. C'est plus joli comme ça? C'est quand même plus joli. Voilà. En fait, ce que je recueille avec le deadlock graph, c'est ça en XML, donc qui est parfaitement lisible. Et ça bouge. Et en plus, ça bouge, oui. C'est super. Voilà, c'est plus beau comme ça. Ok. Alors, c'est vrai que pour savoir un petit peu mon activité globale de verrouillage, je peux bien sûr, alors très très rapidement, me servir de l'analyseur de performance. Si je regarde une trace réelle, déjà pour avoir une idée de ce qui se passe dans la vraie vie, le nombre de requêtes de verrou par seconde, on voit quand même qu'on a un maximum qui est de 632 765. Donc c'est un système où il y a quand même pas mal d'activités, on a des pointes assez importantes. Sur un système comme ça, on voit que déjà on a au moins un deadlock. Je ne sais pas si vous le voyez bien là. On a le petit noir. Le petit noir là. La petite pointe noire, effectivement, on a eu un deadlock entre 15h47 et 16h26. Enfin, c'est le nombre de deadlocks par seconde. C'est le nombre de deadlocks, mais on est sûr qu'on en a eu au moins un. Bon, si vous en avez qu'un par seconde, ça va. Les attentes aussi. Les attentes, on en a quelques-unes dans la journée qui sont effectivement bien visibles. En noir. En noir, toujours. Et ces attentes-là, c'est en secondes, donc on a une attente qui dépasse... ah oui, c'est même 10 secondes. Donc en secondes, ici, on est à un maximum de... Sur les wait time en particulier, d'ailleurs, on est à un maximum de 48 000 secondes. 48 secondes. On a une attente de 48 secondes. Donc effectivement, il y a un utilisateur ou une transaction quelque part qui a attendu 48 secondes au maximum dans la journée. Voilà, donc c'est assez facile de localiser déjà sur une capture de longue durée si vous avez des problématiques de contention, des attentes très longues, des deadlocks, et donc de visualiser ça. Et après, vous savez effectivement où il faut aller, c'est-à-dire à de la capture plus détaillée pour savoir qu'est-ce qui a été bloqué. Et donc là, on va utiliser soit le profiler, soit les X-Event. On n'a pas beaucoup de temps, on ne va pas faire les deux. On va utiliser les X-Event. On va être plus en 2012. Donc pour faire du block process report, il faut d'abord que je configure au niveau de mon instance. C'est dans les options de l'instance. Une des options avec un SP configure, le block process threshold. Là, je l'ai mis à 5 secondes volontairement parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Je m'y attendais. Voilà. Et je vais juste capturer, créer une session d'événement étendu pour surveiller l'événement block process report et uniquement celui-ci dans un ring buffer. Voilà. Les événements étendus sont censés remplacer le profiler, mais je doute que le profiler soit totalement éradiqué. Alors du coup, je vais être obligé de faire quand même au moins un lock pour qu'on ait un block process report et un lock de plus de 5 secondes. Donc je vais m'amuser à en faire un quand même avec 4 transactions. Première transaction, j'update la table 1. Pas de rollback, bien sûr. Deuxième transaction, j'update une table 2 et aussi la table 1, mais la table 1 est déjà en cours d'update, donc j'attends. Troisième transaction, j'update ma table 3, mais j'essaye aussi de mettre à jour ma table 2 qui, elle, est en cours de modification. Et quatrième transaction, pendant que j'y suis, j'essaye de faire un select de la table 1 qui, de toute manière, était déjà verrouillée par la première. C'est je te tiens, tu me tiens par Voilà. la barbichette. Donc là, tout le monde attend. Il n'y a que la première qui... il suffirait qu'elle fasse toutes leurs commits, effectivement, pour qu'on en sorte. Mais je suis dans le cas de transactions longues, là. Donc j'ai attendu plus de 5 secondes. A priori, c'est bon. Je vais annuler tout ça. C'est même pas la peine d'aller jusqu'au bout. C'était juste pour provoquer le verrou. Transaction 3, je l'annule. Transaction 2, je l'annule. Transaction 1, il me dit, vous avez des requêtes, des transactions non validées. C'est bien effectivement là le problème. Et du coup, je vais pouvoir aller lire les résultats de ce que j'ai capturé comme block process report. Voilà, donc là, j'ai analysé, effectivement, je l'ai traduit déjà, puisque j'ai traduit le XML. Et on va voir, ça m'embête. Voilà.
Voilà. Non, c'est pas ça que je voulais. Qu'il le. Là. Voilà. Et là, on va voir ici un block process report. Alors, j'en ai lancé deux. Oui, je voulais en lancer qu'une. J'ai lancé deux instructions en même temps. La première, c'était de voir les blocs process report de cette manière-là. Donc, je vois précisément qu'est-ce qui a été verrouillé. Et pour chaque, j'ai un bloc process report. Et donc là, je vois que deux transactions. Je ne vois pas l'ensemble. Donc, ça me gêne un petit peu parce que je ne vois pas la chaîne de mes 4 transactions. Le problème, c'est que tout est chaîné. Et là, tout est chaîné, donc cette indication-là, elle n'est pas suffisante quelque part, et ça me gêne un petit peu, il faudrait que je les ouvre toutes et que je regarde qui a bloqué qui. Donc ce n'est pas très pratique. Il y a un petit script qui est proposé sur CodePlex que j'ai juste un petit peu modifié pour pouvoir supporter les éléments étendus, parce que lui, il supportait que les traces de profiler. Sur CodePlex, vous cherchez ASP Blocked Process Report Viewer, mais de toute manière, vous aurez dans les téléchargements la procédure stockée, modifiée. Et donc celle-ci, je lui donne le nom de ma session d'événements étendue. Je lui dis quel type. Ce n'est pas une trace profiler, mais c'est une session d'événements étendue ring buffer. Et j'analyse ça. Et là, effectivement, on va bien voir l'enchaînement. Vous voyez ce qui se passe. Avec le blocking DRI. Voilà. J'ai le process 66 qui a commencé, le 67 qui attendait le 66, le 68 qui attendait le 67, et le 69 d'ailleurs qui attendait le 68. Donc tout le monde, on est dans une chaîne de blocage avec la même information derrière. Hein. La même information derrière qui est nos deux transactions à chaque fois. Alors on pourrait s'amuser aussi d'ailleurs même à l'afficher, de se servir du deadlock graph. Je ne vais pas aller jusque là, on n'aura pas le temps. Mais de s'amuser à l'afficher dans le deadlock graph pour avoir la chaîne en mode graphique. Il faudrait juste transformer un petit peu le XML, mais c'est une chose qui est tout à fait faisable. Il va falloir qu'on conclue par nos petites remarques. Voilà, on va conclure par nos petites remarques. Je remets la présentation. Donc, il y a quand même des moyens de contrôler tout ça, la granularité et l'escalade, avec des lignes de table aussi. Patch lock, row lock, tab lock. Et puis également le type de verrou avec update lock, xlock et tab lock x qui est un tab lock xlock. Des options d'index aussi qui nous permettent d'interdire certaines choses. Par défaut, on autorise effectivement les verrous au niveau ligne et les verrous au niveau page, mais on pourrait interdire un certain type de granularité. On a aussi la possibilité de contrôler l'escalade de verrous avec l'option Lock Escalation, un alter table set Lock Escalation. Par défaut, notez que c'est sur table, ce n'est pas sur auto. À savoir que l'escalade de verrous, par défaut, ne se fait pas au niveau partition. Elle se fait de la ligne vers la table ou de la page vers la table. Si vous mettez auto, elle pourra se faire au niveau partition. Mais pour conserver un fonctionnement compatible avec le fonctionnement des versions précédentes, on a gardé le Lock Escalation sur table par défaut. Une vieille méthode aussi qui marche très bien, si sur une table je veux empêcher l'escalade de verrou à tout prix, je vais laisser un verrou posé dessus. Qui fait rien. Qui fait rien. D'ailleurs, il ne fait rien du tout puisque ce verrou, c'est 1 égale 0. Donc je verrouille ma table avec un verrou update en mode sérialisable pour qu'effectivement il reste tout le temps. Je ne termine pas ma transaction ou je la laisse attendre pendant une durée suffisamment longue pendant ma journée de production. Et là, je suis sûr que pendant toute cette durée-là, j'aurai un verrou d'intention qui sera posé sur la table et qui empêchera à tout prix toute escalade de verrou sur cette même table. Donc ça fonctionne très bien. Sinon, d'autres méthodes, mais un peu plus brutales et à utiliser avec précaution, des trace flags. Mais attention, c'est soit global pour toute l'instance, et à ce moment-là, c'est quand même assez risqué, soit éventuellement au niveau de la session. Le trace flag 1224 désactive l'escalade de verrou jusqu'à environ 40% de mémoire utilisée, puis remet l'escalade de verrou. Donc ça permet de la retarder. Le 1211, il est carrément plus grave, c'est qu'il désactive totalement l'escalade de verrou jusqu'à saturation mémoire, auquel cas vous avez une erreur quand il y a une escalade de verrou et qu'il n'y a plus de place en mémoire, et qu'il ne peut pas escalader et qu'il y a trop de verrous posés. Voilà.
Donc voilà les différentes méthodes. On va en terminer par les bonnes pratiques pour limiter la Et on a 5 contention, minutes les de blocages. retard. Oui, on a déjà 5 minutes de retard. Donc évidemment, première chose, faire des transactions les plus courtes possibles. D'abord, éviter de surtransactionner. J'ai vu chez un des clients quelqu'un qui commençait par une transaction qui démarrait sur l'Active Directory pour finir vers SQL Server. Bon, là, c'est inacceptable. Il vaut mieux faire hors transaction et dire, si jamais je n'aboutis pas dans un de mes traitements, je reviendrai en arrière sur l'Active Directory où je supprimerai ce qui a déjà été fait. Minimiser le code transactionné. Je vois souvent des gens qui commencent le begin transaction dès le début de la procédure, alors que, par exemple, pour certains selects préparatoires, on n'en a peut-être pas besoin. Faire des transactions côté serveur, oui. Passer par des procédures stockées, éviter absolument les transactions côté client. On me dit souvent que c'est la même chose, pas du tout. N'oubliez pas que certains verrous sont maintenus pendant toute la durée de la transaction. Autrement dit, si vous avez des round trips entre le client ou le serveur d'objets et le serveur SQL, ces round trips vont contribuer à augmenter de manière extraordinaire la durée de verrouillage de certains objets. Donc évitez les systèmes type Hibernate, par exemple, qui sont un joyeux capharnaüm pour générer beaucoup de verrous et beaucoup de blocages. Pour éviter les blocages, normalisez. Plus une table est petite, plus elle est facile à indexer, moins elle a d'impact, je dirais, de point de vue mise à jour, et plus le système sera fluide. Contrairement à ce qu'on peut penser, ce n'est pas en faisant des grosses tables qu'on résout la problématique de performance d'une base de données, c'est plutôt en faisant des très petites tables. La normalisation, d'ailleurs poussée à l'extrême, nous doit conduire en 6e forme normale avec la solution suivante. Une table, finalement, devrait avoir au plus une colonne en dehors de la clé. J'exagère à peine, mais cela dit, qu'est-ce que font des systèmes d'indexation verticale comme Column Store? Quelque part, c'est exactement ça qu'il fait. C'est-à-dire qu'il indexe l'intégralité des colonnes, ou un certain nombre de colonnes, d'une manière très fine pour pouvoir jouer un verrouillage et un accès ultra rapide. Donc finalement, cette vue de l'esprit qui est de dire pas plus d'une colonne atomique en dehors de la clé par table est une réalité tout à fait intéressante dans un certain nombre de cas de figure. Évidemment, corrélé avec l'usage des index. C'est-à-dire que si vous voyez que vous avez des tables obèses, regardez quel est l'usage des index. Il y a peut-être des tables obèses qui n'ont pas beaucoup de mise à jour, d'autres beaucoup plus. Et oui, l'indexation, ça favorise un verrouillage beaucoup plus fin, une granularité plus fine. Donc il ne faut pas hésiter à indexer. Je vois beaucoup les gens qui disent « Oh, pas trop d'index parce que ça pénalise les mises à jour ». Mais non, mais non, mais non. Les index sont aussi extrêmement profitables pour les mises à jour de deux manières. D'une part parce que, évidemment, je verrouille un peu moins, et d'autre part parce que ça dure moins longtemps. Donc évidemment, c'est extrêmement bénéfice. Réécrire les requêtes aussi pour diminuer les temps de traitement. L'écriture du code, évidemment, la problématique d'un code non ensembliste, c'est qu'il n'est pas optimisable par rapport à un code ensembliste. Je vois de temps en temps, par exemple, des requêtes dans lesquelles on fait du XML à l'intérieur de la requête. On fait du géographique, des choses comme ça. Bon, pourquoi pas, mais ça, c'est plus tout à fait du relationnel et de l'ensembliste pur. Donc du coup, ça joue énormément sur les temps de mise à jour à l'intérieur même de la requête. Et puis, d'autres choses, les boucles, les curseurs, les variables tables sont des choses, évidemment, qui pénalisent très très fortement le code. Donc il faut essayer de les éviter ou de les mettre hors transaction. Enfin, faire des transactions explicites code cesseur, on l'a déjà dit, dans les procédures stockées. Pour limiter la contention, éviter le blocage, toujours diminuer la force du verrouillage. Par exemple, descendre le niveau d'isolation globale, adapté pour certaines tables. On peut dire, par exemple, je vais faire du read uncommitted, sauf pour cette table dans la requête, parce que c'est la table qui contient les données primaires. Mais pour des tables de référence qui contiennent des informations, on va dire, de liste, on peut faire de la lecture sale. Attention quand même à la lecture sale, préférez le snapshot. La lecture sale veut dire que je peux lire 2 fois les mêmes données, ou que je peux ne pas lire certaines données. C'est pas juste je lis sans verrou, c'est que je lis quelque chose d'incohérent. Pour avoir une statistique approximative du nombre d'enfants par Français, on s'en fout. Mais pour clôturer une comptabilité, c'est juste suicidaire. Enfin, on peut utiliser aussi l'update pour la lecture. Il y a un truc assez rigolo. Il faut savoir que lorsque vous êtes positionné sur un update, vous pouvez lire les données de la ligne. Donc si vous êtes dans le cadre d'une transaction qui est dans une procédure stockée, dans l'update, si vous faites set ma variable égale ma colonne, vous lisez la colonne dite. Donc on vous montrera un petit exemple dans les sources. Et puis pour limiter le verrou mortel, placez les mises à jour avant les lectures.
Pourquoi? Parce que ça force d'entrer un verrou exclusif, alors que la bêtise, c'est le verrou partagé, puis le verrou exclusif que je n'arrive pas à obtenir. Et enfin, séquencer les opérations dans le même ordre logique d'objets. Ce n'est pas toujours possible, puisque certaines opérations dépendent d'autres opérations, mais ce sont deux éléments assez importants pour essayer de diminuer le verrou mortel. Est-ce qu'il y a des questions? Oui? Alors attendez, est-ce que le micro marche? 1, 2, non? Si. Oui. Oui, tout à l'heure dans la démo, pour moi les deux requêtes étaient PyPunk étaient plus coûteuses que l'autre. Alors c'est tout à fait vrai, dans ce cas-là, c'est le hasard. Ah, c'est pas la première qui gagne qui a été Non. lancée. Ouais. D'autres questions? On est un petit peu en retard aussi, donc on peut faire Bon, les sinon, questions. vous avez les sources, donc sur les blogs de Datafly, de SQL Pro, sur le site de Gus. J'en Et profite puis- aussi pour vous citer ce nouveau-là qui recompile un petit peu l'ensemble des blogs francophones. Voilà. Et puis vous avez nos coordonnées si vous avez besoin d'explications complémentaires. On est à votre disposition, puis on sera dans les parages tout à l'heure. Je vous remercie. Merci. Et à une prochaine fois.